L'affirmation frappe comme un coup près, direct en partant. Ce monde a toujours appartenu au mâle. Pas de préambule. On plonge tout de suite dans le vif de la pensée de Simone de Beauvoir. Et tu sais, son argument central pour analyser la préhistoire, c'est que toutes les raisons qu'on nous a servies jusqu'ici pour justifier cette domination, elles sont juste insuffisantes. Absolument. Si on s'arrête à la biologie pure ou même à l'histoire traditionnelle, on passe complètement à côté de la plaque. L'approche ici, elle nous force à chausser des lunettes purement existentialistes. Elle soutient que pour comprendre la racine de cette hiérarchie-là, il faut vraiment retourner à la horde primitive. Mais pas comme des archéologues qui dépoussièrent des vieux os, là, plutôt comme des philosophes qui décortiquent la condition humaine fondamentale. Ce qui nous amène à cette citation assez fracassante. Épluchons ça un peu. Pourquoi la biologie stricte, à elle seule, échoue à expliquer la domination masculine selon ce texte? Parce qu'un fait biologique brut, en soi, ça n'a aucune valeur morale ou hiérarchique. Je veux dire, une musculature différente, ça ne dicte pas une structure de pouvoir absolue à travers les millénaires. En d'autres termes, la nature ne dicte pas le droit. L'analyse déconstruit ça paragraphe par paragraphe. C'est la signification que l'être humain donne à cette biologie à travers ses actions puis ses projets qui créent la hiérarchie. Sans ce prisme existentiel-là, on tourne en rond. On passe à la section 1, le postulat de départ, avec l'attention de Hegel. Ce postulat-là repose sur une tension théorique vraiment fascinante. C'est directement inspiré de la dialectique de Hegel. Quand deux catégories humaines se rencontrent, il n'y en a pas une qui se soumet de gaieté de cœur. Chacune veut naturellement imposer sa souveraineté à l'autre. C'est l'essence même du conflit humain originel. Aucune conscience se pose spontanément comme, disons, l'inessentiel ou le subordonné. C'est une pure lutte de prestige. Le sujet veut toujours s'affirmer comme le centre du monde puis réduire l'autre à l'état d'objet. Donc quand les hommes et les femmes de la préhistoire se ramassent dans cette dynamique de survie, cette même tension de domination opère. Chacun voudrait être le sujet absolu. Ce qui amène inévitablement à cette question cruciale. Si la femme a aussi cette conscience qui veut s'affirmer, comment l'homme a pu remporter ce bras de fer originel-là? Quel privilège concret lui a permis d'accomplir cette volonté de domination? Si on écarte l'idée simpliste que c'est juste parce qu'il frappait plus fort avec un gourdin, c'est quoi la véritable faille? C'est vraiment la question socratique par excellence du chapitre. Comment cet asservissement a pu s'opérer de manière si totale sans que la femme réussisse à renverser la vapeur? Pour y répondre, le texte ramène le débat à la base, la dureté implacable de la matière. Chapitre 2. Biologie et horde primitive. Le poids de la matière. On se transporte donc à l'ère pré-agricole, la horde primitive. Faut vraiment s'imaginer une époque où la nature, c'est un ennemi absolu, où chaque jour est une lutte acharnée pour juste pas mourir au fond. C'est fondamental de bien camper ce décor-là. On parle pas de champs de blé paisibles ou de petits villages sédentaires, là. C'est de la survie nomade extrême. Et c'est dans cette réalité matérielle brutale que la fondation biologique de l'argument prend tout son sens. La résistance à la nature est à son maximum, puis les outils humains sont au strict minimum. Exact. C'est dans ce contexte ultra spécifique que la condition physique va se charger d'un poids existentiel énorme. Mais ce qui est super frappant ici, c'est la façon dont le texte vient complètement pulvériser le mythe moderne de la fragilité féminine innée. Ah, c'est tellement rafraîchissant à lire. L'autrice rappelle en s'appuyant sur l'ethnographie que les femmes primitives accomplissaient des travaux d'une dureté qu'on a de la misère à imaginer aujourd'hui. Elles portaient les fardeaux les plus lourds pendant les migrations, elles participaient aux guerres, aux vendettas, elles citent même des récits où des guerrières mordaient à pleines dents dans le foie de leurs ennemis. Bref, la femme originelle, c'était pas une créature chétive terrée dans le fond d'une caverne, elle était féroce puis physiquement extrêmement robuste. Donc, si la femme était une guerrière robuste, on s'entend que le privilège de l'homme, c'était pas juste une question de force musculaire brute. Le nœud du problème est bel et bien ailleurs. Puis le contraste qu'on observe ici illustre brillamment ce fameux nœud. Regardons ça. D'un côté, on a la liberté du guerrier. L'homme, pendant les convois nomades, gardait les mains libres. Son rôle, c'était de défendre le groupe contre les bêtes puis les ennemis. Et de l'autre bord, le handicap reproductif. C'est vraiment là que le destin bascule. Contrairement aux autres mammifères femelles qui ont des périodes de rut puis de stérilité super bien définies par les saisons, la fécondité de la femme humaine, elle, est déréglée. Grossesse à contrôler, accouchement à répétition, menstruation. Face à un monde hostile, ces événements-là la condamnaient à de longues périodes de vulnérabilité, d'impotence. Cette servitude biologique-là devenait une ancre d'une lourdeur insoutenable. L'homme n'est pas entravé par son corps de la même manière, la femme, oui. Ce qui nous mène au troisième point, l'aliénation par la maternité, un fardeau biologique. Ce constat-là fait glisser notre analyse de la stricte biologie vers le fardeau purement existentiel, via l'aliénation par la maternité. C'est une transition conceptuelle majeure, ça. L'analyse attaque pas la maternité en soi, attention, elle l'étudie dans le contexte ultra spécifique des tribus nomades de la préhistoire. À l'ère moderne, on a un peu tendance à romantiser la grossesse comme l'acte de création ultime. Mais pour la femme de la horde primitive, c'était tout l'inverse. C'était un fardeau qui siphonnait la plus grande partie de son temps puis de ses forces. Ça l'empêchait de participer à l'accroissement
l'accroissement des maigres richesses de la tribu. En fait, elle créait sans cesse de nouveaux besoins, des nouvelles bouches à nourrir, dans une économie de pure rareté. Et la réalité de ces tribus nomades, telle qu'expliquée ici, elle est assez glaçante, mais totalement logique pour l'époque. Elles ne possédaient rien, pas de territoire, pas d'héritage. Par conséquent, elles n'avaient pas de concept de postérité. Exactement. Avoir un enfant n'offrait aucune fierté de création. L'enfant, c'était d'abord et avant tout une charge matérielle. Les infanticides étaient courants. L'indifférence face à la mort des nouveau-nés, c'était la norme. En d'autres termes, donner la vie, c'était pas un projet valorisé. C'était perçu comme un accident biologique, passif puis douloureux. La femme se sentait comme le jouet de forces obscures qu'elle maîtrisait pas. Elle subissait la nature à travers sa propre chair, sans aucune gratification sociale ou existentielle. Ce qui nous amène à un des concepts les plus lourds de l'œuvre, l'immanence. Le fait d'être coincé dans la répétition passive. L'immanence, au fond, c'est l'enlisement dans le présent. Vous imaginez ça comme un tapis roulant où on court juste pour pas tomber, sans jamais avancer. Les travaux domestiques, l'allaitement, la survie quotidienne, c'est des tâches qui doivent être refaites jour après jour. Elles maintiennent la vie, oui, mais elles produisent rien de neuf. Elles n'ouvrent pas sur l'avenir. La maternité puis les obligations quotidiennes ont enfermé la femme primitive dans ce cycle répétitif, la riant à son corps et à sa condition animale. Elles maintiennent la vie, mais elles ne la transcendent pas. Section 4. L'homo faber et l'invention. L'émergence technique. Faisons le saut maintenant vers le pendant masculin de cette dynamique-là au sein de la horde primitive. Pendant que la femme est aliénée par la reproduction, l'homme, lui, se tourne vers l'extérieur. Oui, et c'est l'émergence de la technique. L'homme, libéré des chaînes de la gestation continue, va chercher à agir sur le monde. Face à la dureté de l'environnement, son incapacité physique à tout dominer à main nue va le forcer à inventer. C'est précisément ici que l'écart existentiel va se creuser de manière irrémédiable. Le concept clé ici, c'est l'homo faber, l'homme artisan, le créateur. Et attention, c'est pas juste une question de bricolage, là. C'est un bouleversement ontologique massif. C'est carrément le saut quantique de l'humanité. Quand un homme primitif prend un bout de bois puis il taille pour en faire un bâton pour gauler des fruits ou une massue pour assommer une bête, il fait pas juste chercher la nourriture. Il prolonge son bras. Il multiplie son pouvoir sur le monde. Il cesse d'être un animal passif qui subit la nature. Il devient un sujet actif qui la conquiert. Le bâton, c'est pas qu'un outil. C'est l'incarnation physique d'une volonté. Et cette conquête-là, elle est expansive. Comme on le détaille ici, tailler des massues, creuser des pirogues pour dompter les eaux, modeler l'environnement, c'est ce que l'autrice appelle « annexer le monde ». Si on fait une analogie avec aujourd'hui, c'est la toute première grande révolution technologique humaine. Fabriquer un outil, c'est formuler un projet. L'homme projette son esprit dans la matière pour forger l'avenir. En chassant, en pêchant, il ramène des nouvelles richesses à la tribu. Ces actions comportent un risque, un vrai danger, mais elles arrachent l'humanité à la pure stagnation. Il ne se contente pas de répéter la vie, il l'agrandit. 5e point. Transcendance contre immanence. Et voilà le cœur absolu de ce chapitre. La collision frontale de ces deux trajectoires. La transcendance masculine contre l'immanence féminine. C'est la grande synthèse philosophique. On a deux états existentiels distincts qui se font face dans la horde. L'un est tiré vers le bas, vers le corps, vers l'intérieur, par la stricte biologie. L'autre est propulsé vers le haut, vers l'extérieur, vers le risque, par l'outil puis l'invention. Et c'est dans cette confrontation-là que la valeur même de ce qu'est un être humain va se jouer. Cette comparaison met vraiment les choses en perspective de façon frappante. La condition féminine, répétition de la vie, lien indéfectible au corps. La condition masculine, forger l'avenir, risquer sa vie. Et c'est là qu'est présentée une des thèses les plus foudroyantes du texte. Pourquoi l'homme a-t-il pris le dessus? Mais parce que l'humanité, c'est pas une simple espèce animale. L'humanité, c'est une espèce qui se remet en question. Et fondamentalement, l'humain préfère les raisons de vivre au simple fait de vivre. En risquant sa vie dans la chasse ou le combat, l'homme prouve que la vie n'est pas la valeur suprême. Ce qui compte, c'est le dépassement de cette vie-là. Puis la femme, engluée dans l'enfantement, représente juste le maintien aveugle de cette vie brute. Ce qui rend cette phrase-là absolument incontournable, c'est en transcendant la vie par l'existence que l'homme assure la répétition de la vie. Par ses dépassements, il crée des valeurs. Décortiquons cette pépite-là parce qu'elle est dense. Transcender la vie par l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? La vie, avec un V majuscule, c'est la biologie pure, la digestion, la procréation, ce que font tous les animaux. L'existence, avec un grand E, c'est la conscience, le risque, l'invention, la liberté humaine. En affrontant le danger, en inventant la pirogue, l'homme ne fait pas juste survivre, il justifie sa survie, il s'élève au rang de sujet souverain. Et tragiquement, la femme, vu qu'elle est aussi un être humain doté de conscience, elle reconnaît au fond d'elle-même la supériorité de ce projet de dépassement.
Elle devient complice de la souveraineté masculine parce qu'elle admire, elle aussi, cette transcendance. Section 6. La création des valeurs. Un destin cristallisé. On arrive donc à la conclusion idéologique de cette période primitive. Ce déséquilibre qui, au tout début, était dicté par une réalité purement matérielle puis biologique face à un monde rude, ça va se transformer. Exact. Puis la violence de ce processus-là, c'est que ce privilège temporaire qui était juste lié à l'absence de contrôle des naissances puis à la nécessité d'outils pour survivre, ça va se cristalliser. C'est plus juste une division du travail pratique, ça devient un système de valeurs absolu. L'homme va pas seulement dominer dans les faits, il va décréter que sa façon d'être au monde est la norme universelle du bien et de l'essentiel. Et l'analyse résume parfaitement cette prise de pouvoir. L'activité masculine établit l'existence comme valeur suprême, triomphant des forces confuses de la vie et finit par asservir la nature et la femme. L'homme s'est posé comme le maître parce qu'il incarne l'esprit qui dompte la matière. Mais dans sa tête, la femme, enchaînée à ses menstruations, à ses grossesses chaotiques, elle est devenue synonyme de cette nature aveugle et chaotique qu'il essaie de fuir. L'homme devient l'essentiel, le sujet. La femme, elle, est reléguée au statut permanent de l'autre. Elle n'est plus une égale avec un fardeau différent, elle est structurellement définie comme inférieure parce que son ancrage biologique contredit le projet d'élévation spirituelle puis technique de l'homme. Ce qui nous laisse sur cette question finale, vaste puis tellement provocante. Si tout ça a commencé à l'aube de l'humanité, par une pure contrainte matérielle de la horde primitive, comment cette altérité a-t-elle pu se figer en un destin absolu à travers les millénaires? C'est vraiment l'interrogation qui donne le vertige à la fin du chapitre. Parce que si la technique moderne, si l'agriculture, si la médecine ont fini par libérer la femme de ses servitudes biologiques écrasantes, là, pourquoi le statut de l'autre persiste encore? La grille de lecture existentielle nous montre que l'asservissement initial, c'était pas un complot, c'était une tragédie matérielle. Mais le fait que cette hiérarchie-là était maintenue par les codes, les mythes, les institutions, bien après que la horde primitive ait disparu, c'est là que se trouve l'héritage structurel massif sur lequel repose encore une large part de la société. Et honnêtement, c'est une invitation assez puissante à revoir nos postulats à la racine,